Difficile d'attraper une mouche qui virevolte en permanence, alors que si on attend qu'elle se pose tranquillement sur la table, pour le scalping c'est pareil et on voit ça tout de suite. Bonjour chers amis traders, voici une représentation classique du prix en unité de temps, donc sur la base d'une minute. Alors ce sont des bougies Aiki-Nashi qui nous aident à voir effectivement les différents mouvements. On voit par exemple ici qu'on a un mouvement complet, et les bougies sont toutes rouges, bon il y a une petite pause mais rien de dramatique. Ici on a un mouvement complet à la hausse. Alors ça pose pas trop de problème lorsqu'on est en swing trading, puisque finalement au sein du mouvement même du swing trading, tout ça par exemple, on a plusieurs bougies, donc on s'y retrouve. Et de cette manière-là, par exemple, là quand on voit le prix descendre, on voit la mouche se poser sur la table avant de repartir. Donc là on le voit clairement, il n'y a pas de souci. En revanche, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est vraiment en mode scalping, qu'on est sur une unité de temps très rapide, même pas en secondes, mais en quelques ticks, et que finalement, au sein même d'une bougie, on a un mouvement. C'est-à-dire, par exemple, tout ce petit mouvement-là, enfin ce grand mouvement qui est là, on ne le verrait pas tout simplement parce qu'il serait compris dans une bougie plus importante. Alors, on va le dessiner. Hop, on va prendre un rectangle, voilà, comme ça, et on va changer d'unité de temps pour se rendre compte. Voilà, donc là j'ai dilué le rectangle, je suis sur une unité de temps pour le coup plus longue, puisqu'on veut montrer le contraire. Et là, on ne voit pas du tout le mouvement, on voit juste deux bougies qui suivent, et bien malin de savoir que le mouvement a eu lieu pendant cette bougie-là et qu'il est reparti après. C'est beaucoup plus clair, bien sûr, si on repasse sur la bonne unité de temps, si on zoome, hop, comme ceci, auquel cas, là, voilà, on voit à nouveau le mouvement, oups, et tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Alors, comment faire lorsqu'on est en scalping, puisque finalement, en dessous d'une seconde, on se retrouve finalement à ne pas pouvoir faire apparaître les bougies comme il le faudrait. On ne peut pas à chaque fois s'adapter. Imaginez là qu'on se met dans une unité de temps, je sais pas moi, je dirais allez, 20 ticks pour voir apparaître ça, et que peut-être pour ce mouvement-là, je vais mettre dans une unité de temps 10 ticks. Je ne peux pas m'adapter à chaque fois, il faut avoir un système de représentation unique. Et bien pour ça, on a ce qu'on appelle les bougies reversal. Hop, voilà, avec le footprint. Alors, ne paniquez pas, c'est pas dramatique. Les bougies sont toujours présentes, je les ai affichées comme ça. En pratique, on ne les affiche pas parce que finalement, on s'en fout complètement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, on a une bougie verte ici. Donc je ne vois que le corps de la bougie qui va apparaître là. Alors il y a un petit gap, c'est pour ça qu'il y a un trou. Et là, les mèches. C'est comme ça que se représentent les bougies reversales. Une bougie reversale, c'est qu'en fait, celle-ci, je l'ai mise sur 10 ticks. C'est que par exemple, si j'ai un mouvement qui est comme ça, haussier, et bien tant que le prix n'a pas retracé d'au moins 10 ticks, donc par rapport au plus haut, ça serait là, au moins 10 ticks, et bien je continue de rester dans la bougie. Et là c'est beaucoup plus intéressant parce que je m'affranchis complètement du timing, du temps. Je reste sur ma bougie tant que je suis dans un mouvement. C'est-à-dire que ma bougie qui est là, hop, qui est haussière ici, elle correspond à l'ensemble des bougies que j'ai là, et ce quel que soit le temps que ça a pris pour monter. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de bougie là. Alors c'est vrai qu'en pratique, voilà, j'ai effacé les corps des bougies, on s'en intéresse pas trop. Pourquoi ? Tout simplement, c'est comme dit une bougie réversale, c'est-à-dire un coup elle est à la hausse, un coup elle est à la baisse, on peut le représenter sous forme d'oscillation comme ça. Donc c'est pas forcément intéressant de savoir où est le début, la fin, le corps, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le sens. Donc le sens, on va l'avoir effectivement avec tout simplement l'oscillation, on le voit à l'œil nu. Et ce qui est intéressant donc dans ces graphiques-là, ce sont les chiffres qui apparaissent. Donc ça, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit dans la description de cette vidéo, simplement pour comprendre, parce que si j'explique ça de manière à la vidéo, ça risque d'être un peu lourd. Donc ces chiffres-là sont tout simplement le nombre d'acheteurs agressifs au bid et le nombre de vendeurs agressifs à l'ask. C'est le contraire. Le nombre de vendeurs est à gauche, agressif est à gauche, le nombre d'acheteurs agressifs est à droite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au sein d'une progression, d'une bougie complète, on a ce qu'on appelle une enchère. C'est-à-dire des gens sont partis du principe que le prix était intéressant, le titre était intéressant d'acquérir à l'achat. Donc il y a énormément d'échanges entre acheteurs et vendeurs, parce que bien sûr d'autres personnes qui considèrent que le prix est intéressant pour vendre. Si ce n'est que l'ensemble des transactions ont fait monter le prix, donc ça laisse à penser que l'enchère est quand même haussière. Et à la fin d'une enchère, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, ou en tout cas, s'il y a beaucoup d'acheteurs, eh bien le prix n'arrive plus à monter davantage. Dans ce cas de figure précis, ici, on a effectivement des vendeurs qui apparaissent, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et bien sûr, juste après, une fois que le prix a retracé un petit peu, pouf, on a le mouvement baissier qui s'amorce. Quand le mouvement baissier s'est amorcé, c'est la même chose. On a un grand nombre d'acheteurs qui reviennent vers la fin.
ou tout simplement le nombre de vendeurs qui se tarit, ou s'il augmente, il ne fait pas baisser davantage le prix. On a un petit retracement, et pouf, une nouvelle bougie est redessinée, etc., etc., etc. Alors évidemment, ça ne marche pas à chaque fois, parce qu'on peut avoir des interruptions au sein d'une enchère, et on revient dessus. Mais ce qu'on remarque de manière générale, c'est sur une bougie reversal, on va avoir des chiffres en diagonale, donc par exemple en haut à gauche, là c'est 3, en bas à droite 0, qui vont être relativement faibles lorsqu'une enchère s'est complètement réalisée. Ici, on a 3 et 0, alors qu'on a eu un total de volume assez conséquent. Alors évidemment, je ne l'ai pas sur cette barre-là, on va le voir après, mais ici, en haut à gauche 0, en bas à droite 2, ici en haut à gauche 5, en bas à droite 7, ici un 0, 1, 7, 5, c'est quelque chose qu'on trouve, bon là je ne suis pas jusqu'au bout de le graphique, il faudrait que je... Hop, voilà. Voilà, 0, 2, ça va commencer à devenir tout petit. C'est de zoomer un peu. Hop. Voilà. Donc 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. C'est pratiquement systématique. 1, 0, 0, hop, ici. Voilà, 0, 0, 0. Donc ça nous aide considérablement. Évidemment, on n'a pas ça vraiment à chaque fois, mais de manière assez globale, c'est quelque chose qu'on va rencontrer. Un mouvement de ce style-là, de ce type-là, qui est une enchère d'une certaine manière. Les gens achètent jusqu'à ce que je dirais le dernier, excusez du terme, couillon, ait fait son dernier achat, qu'il n'y ait plus de vendeurs en face. Ce qui fait que s'il n'y a plus de vendeurs pour prendre les positions acheteuses, les acheteurs soit se retrouvent le bec dans l'eau, et il y a toujours à un moment donné où le dernier passe à l'achat, et juste après, le marché se retourne et on repasse à la vente. Et bien ça, on va l'avoir avec le footprint. Et ça peut être intéressant de guetter ces moments-là. Je dirais que de la même façon dont on va essayer d'attraper une mouche, et c'est un peu ce que fait le marché, il n'arrête pas de changer de position, on a tout intérêt à se remettre dans un contexte global. C'est le cas par exemple ici, voilà, on a un graphique avec des courbes que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais on remarque que sur ce type de courbe, on va peut-être zoomer un petit peu, on a le prix qui a tendance à venir rebondir sur ces lignes graphiques qui s'appellent le VWAP, on verra ça après. Et donc ça peut être intéressant d'intervenir sur ces zones-là comme des supports ou des résistances pour guetter un rebond. On ne va pas donc essayer de choper la mouche qui est en train de virevolter, mais on va plutôt s'intéresser à des positions clés, des endroits clés où finalement il y a de fortes chances que la mouche ralentisse un peu sa course, ça peut être un support ou une résistance, et là on pourra potentiellement la dégommer. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à lire l'article qui est dans la description de la vidéo, puis de reprendre la vidéo après pour voir une démonstration en live de ce que ça donne sur un replay qui était sur le Mividax que j'ai enregistré vendredi dernier. Allez, on commence sur cette barre qui démarre doucement. Nous sommes en replay donc à 8h du matin, donc c'est relativement calme. La barre précédente a montré une enchère qui s'est terminée avec le fameux pattern 0-0 classique. Donc on était sur une bougie à la hausse, là on repart sur une bougie à la baisse. Alors c'est pas parce que effectivement que la bougie était en tendance haussière qu'elle ne sera pas baissière à la fin. Il y a une différence entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture. C'est pour ça que finalement c'est pas très intéressant d'avoir cette info là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sens de l'enchère et ce qu'on appelle le delta, c'est-à-dire finalement lorsqu'on fait la somme de tous les volumes entre les achats et les ventes, qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce que finalement il y a eu plus d'échanges agressifs sur l'achat ou la vente? Ici, on voit effectivement qu'il y a eu plus de ventes agressives, alors que le momentum était haussier, donc ça sous-entend une divergence. Bon, on verra ça un peu plus tard. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est voir comment ça se passe. Ici, on a donc ce qu'on appelle les imbalances. Je vous invite à revoir l'article si vous ne l'avez pas lu, entre les achats et les ventes. Mais bon, le chiffre est relativement faible. On a 2 fois plus d'acheteurs que de vendeurs sur le même niveau de prix, même si c'est en diagonale, parce qu'il y a le spread. Et bon, là, c'est clairement un manque de liquidité. Regardez par rapport à la veille 17h18, la bougie 17h18, c'est celle-ci, on ne voit pas, mais c'est écrit 17h18, où on avait beaucoup plus d'échanges. On avait une quantité, si on fait la somme, j'ai le chiffre à côté, plus de 1500 échanges. Là, on est sur une base d'à peu près une 50aine d'échanges ici. Donc c'est relativement faible et je pense qu'on va accélérer le temps pour se mettre au démarrage du marché. Voilà, donc là on est à quelques minutes du démarrage. J'avance encore un petit peu. Bon là évidemment j'ai dépassé, donc on a dépassé 9h et tout de suite le volume a augmenté
a carrément explosé. On voit effectivement les échanges sont plus importants, 24, 27, 43, 32, alors qu'on était plutôt voilà, 0, 5, 3, et il se passait pas grand chose. Donc c'est assez brutal. Alors qu'est-ce qu'on constate? Toujours que les bougies, en tout cas sur DTIC, nous font apparaître ce pattern, 0 en haut à gauche, 0 en bas à droite, qu'on retrouve sur chaque enchère, donc quelque chose d'assez élevé en haut d'assez faible en haut à gauche, entre 0 et 2, 3 maximum, et la même chose en bas à droite, donc là en l'occurrence on a 5. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ça se produit, donc je remets en mode, voilà. Les échanges se font au fur et à mesure, voilà, on a 3 vendeurs, ça baisse, on a 4 acheteurs, tout de suite ça remonte. Donc ça se rajoute à chaque transaction, 2 transactions de plus, on passe de 4 à 6. Voilà, un échange entre acheteur et vendeur, une espèce de combat. La différence qui est importante, c'est en diagonale, entre 11 et 11, là on est équilibré. 25-25, c'est équilibré, finalement, il n'y a pas de direction bien évidente à suivre. Ce qu'on constate quand même néanmoins, c'est que sur cette bougie qui a une tendance relativement à la baisse, une enchère à la baisse, eh bien on a eu plus de diagonales importantes, enfin chargées côté vendeur, 7 contre 1, 24 contre 12, plutôt que l'inverse. Ce qui laisse à penser qu'a priori le mouvement va continuer, tant que je ne vois pas ce que j'appelle d'imbalance, imbalance haussière, c'est-à-dire en fait un poids plus important d'acheteurs par rapport à un diagonale au vendeur, eh bien je pense que le mouvement va se continuer. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est quand la mouche se pose, c'est-à-dire qu'on aura du 0 en bas à droite et qu'on aura ces fameux décalages en diagonale plutôt côté à droite, donc plutôt à l'achat, et qu'en plus le prix reflue. Là, ça sera intéressant de prendre position, et on va voir comment ça se passe. Toujours des vendeurs, un peu plus, mais bon, le prix ne bouge toujours pas, donc à surveiller, d'autant que le 0 est apparu en bas à droite. Voilà, on a retracé quand même de quelques ticks. Donc beaucoup de vendeurs, mais ça n'a pas réussi à faire baisser le prix davantage. Les acheteurs commencent à apparaître. Donc là, c'est intéressant d'acheter. Voilà, pouf. Donc là, clairement, j'aurais pris une position à l'achat. On va voir après comment ça se comporte. Donc là, ça aurait été à peu près ici. On était là, un peu en retard. Car je m'attends simplement à ce que ça reflue dans l'autre sens. Alors pourquoi je n'attends pas la nouvelle bougie en disant une nouvelle bougie fait que je serai forcément dans un momentum haussier? Parce qu'il faut voir, alors je vais mettre sur pause, ce qu'il faut voir actuellement, c'est qu'on est sur du 10 ticks. Donc il faut attendre que ça décale de 10 ticks pour avoir une nouvelle bougie. C'est un peu long. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est dupliquer le graphique. Hop, comme ça. Hop, je vais le mettre à côté. Et le passer, non pas en 10, mais en 4. Comme ceci. Parce que là, l'avantage, j'aurai une nouvelle barre qui va apparaître au bout de 4 ticks. Donc, quand j'ai pris position, j'étais à peu près ici. Voilà, ici. Alors, évidemment, j'ai plus le graphique. Il est où? On va le réagrandir. Voilà. Quand j'ai pris position, j'étais là. Donc ça fait déjà un petit moment, parce que c'était à peu près ici. On va même revenir en arrière. Donc ici, ma bougie a fait 4 ticks vers le bas avant de retracer. Donc dès qu'une nouvelle bougie s'ouvrait, c'était un signal d'entrée. Donc je suis rentré un petit peu en retard parce que je papotais. Voilà, sur ces niveaux-là, quoi. Et donc maintenant, hop, je remets la couche en marche. Hop, voilà, ça repart. Vous voyez la balance haussière qui apparaissait là, relativement faible, mais bon, intéressante quand même à suivre. Hop, je vais la remettre correctement. Voilà. Les vendeurs sont quand même bien présents. Ils sont équilibrés, toujours en diagonale par rapport aux acheteurs. Donc là, il n'y a vraiment pas d'issue envisageable tout de suite. Ça continue de fighter. Regardez aussi le delta. Il était donc la différence entre acheteur agressif et vendeur agressif. Il était rouge bien bas. Là, il est en train de remonter. Ça, c'est aussi un signe qui nous indique, comme une bougie classique, comme un marteau, qui a potentiellement un retournement sur le volume en termes de présence d'acheteurs. Donc, ça va dans l'autre sens. On a eu notre signal de retournement avec quelque chose d'extrêmement baissier, une grosse barre rouge jusque-là, par exemple. Bon, là, ça aurait été
sans doute risqué de le prendre, mais là pour l'instant on est conforté dans notre position. Alors l'objectif bien sûr, hein, quand on voit que sur une bougie classique là, il y a combien, il y a peut-être un grand maximum une vingtaine de ticks, on va pas s'amuser à suivre le mouvement jusqu'au bout. On va chercher à prendre peut-être 5 ou 6 ticks, ça dépend du marché. Et on sortira de position avec un ordre limite pour éviter de payer le spread. Voilà, hein, c'est du scalping, c'est vraiment des micro-gouttelettes qu'on va essayer de récupérer dans un contexte qui nous est favorable, plutôt que de chercher de prendre un trade unique, génialissime, qui va nous rapporter le pactole. On ne va pas faire de coups, on va juste faire de la pêche aux petits poissons, et c'est à la fin qu'on aura une pêche intéressante. Donc là, on voit effectivement que c'est bien reparti à la hausse. Par rapport au compte d'entrée, le trait à sauter, on serait sans doute pas loin effectivement des 4-5 ticks. Voilà, là je pense que j'y serais et je serais sorti de position. Donc je continue à... Hop, je vais accélérer un petit peu le mouvement, voir comment ça se passe. On voit ce qui est intéressant, hein, c'est que... Hop, je mets en pause. Cette bougie-là, elle s'est faite sur plusieurs minutes. Alors, vous ne voyez pas à l'écran, mais je rajoute... Voilà, le timing. On voit que le nombre de minutes, le temps hein, entre chaque bougie n'est pas identique. Là, on est par exemple 20 secondes. Ici, ça a dû se faire en moins d'une seconde avec 2 bougies. Là, en 30 secondes, une nouvelle est apparue. 20 secondes après, une nouvelle est apparue. Alors que jusqu'à présent, jusqu'avant, on a eu par exemple 3 minutes entre celle-ci et celle-ci. Ici, il s'est passé plusieurs heures, entre 5h du matin et 8h. Bon, je pense que le marché était tout simplement bloqué aussi, je n'avais pas les chiffres. Voilà, tout ça pour indiquer que les unités de temps en scalping, c'est pas possible. J'irais même à la limite, hein, les ticks non plus, puisqu'ils correspondent à un nombre de transactions. Ce qui est important, c'est un certain volume de transactions dans un contexte de momentum donné. Ici, on est sur... on s'adapte au marché, l'unité de temps s'adapte au marché, et c'est vraiment ce qui est l'idéal. Dans les bougies en 1 minute, on voit pas tout ça. On va attendre la formation de la prochaine bougie avant de mettre sur pause. Pof, voilà, donc c'est assez brutal. On retrouve toujours le scénario 0-0, ce qui laisse à penser que l'enchère est terminée. Au sein même de cette bougie, je fais apparaître le petit frère à côté. Voilà. La bougie vraisemblablement s'est terminée ici, avant de faire un sursaut gamma de l'autre côté. Et entamer donc le sens, hein, l'enchère dans l'autre sens. Et quand on regarde vraiment dans le détail, quand on zoome, on voit effectivement qu'il y a très peu de transactions ici. Et donc le dernier qui s'est mis tout simplement à vendre ici, un parmi ces 4 là, et il fait ce que j'appelle moi partie des découillons qui sont entrés en position en dernier, qui ont permis à celui qui avait vendu à découvert de sortir tranquillement. Le dernier, ça s'est passé ici avant que ça reparte dans l'autre sens. Si je remets maintenant le timing hop en route, je laisse les 2 graphiques en même temps, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément repartir à l'achat, hein, enfin à la hausse, là ça baisse. Pour ça que les enchères, il faut se méfier. Mais le mécanisme est là, le mécanisme de balancier est là. Et c'est vraiment lié au volume d'échange en mode agressif et non pas tout simplement au fait qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs. Voilà, la bougie prend son temps. On est équilibré pour l'instant, hein. 21-12, il n'y a pas un rapport de 1 pour 2, 22-13. Tout de même, il y a quand même plus de vendeurs, enfin d'achat, de ventes agressives. Là, on commence à avoir une belle accumulation. Quand il y a les chiffres qui augmentent et le prix qui ne bouge pas, c'est qu'il y a vraiment du monde à ce niveau-là. Ici, par exemple, on a 3 fois plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est un signe effectivement que ça peut repartir à la hausse. Ici, voilà, on a une continuité d'acheteurs supérieure aux vendeurs. Et donc ça va dans ce sens de la bougie qu'on avait imaginé plutôt dans une enchère à la hausse, même si elle est pour l'instant rouge. En termes de delta, on est équilibré. Et pouf, non, ça redescend. Donc nouvelle enchère. On voit pourtant que celle-ci est terminée 0-0. Donc on passe à la suite. On ne se prend pas plus la tête que ça, hein. Une enchère est terminée, on revient plus dessus, on passe à l'objet suivant dans l'enchère. Et on continue, là on voit que ça monte bien. Les imbalances sont assez haussières, hein, 20 contre 8. On a 0 en bas à droite, on attend d'avoir un chiffre faible en haut à gauche pour estimer s'il y a une chance potentielle de retournement. Auquel cas on regardera dans le reversal 4 ticks, une nouvelle bougie à la baisse pour prendre position. Alors bien sûr si le contexte le permet, donc là j'ai pas regardé, je fais juste que dérouler et commenter comme un match de foot ce qui se passe. Pouf, voilà, vous voyez, 0.
on retrace et pouf, nouvelle bougie. Bon, et ainsi de suite comme ça. Donc voilà, vraiment comprendre ce mécanisme d'enchère. On a un mouvement dans un sens, les acheteurs se fight contre les vendeurs, les acheteurs agressifs se fight contre les vendeurs agressifs. À un moment donné, je mets sur pause. On a les chiffres en bas, en haut à droite, qui correspondent à des achats agressifs. Ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit des acheteurs réellement agressifs, soit des vendeurs qui sont en vente limitée, à court limité, donc qui ont mis des ordres à court limité sur le carnet d'ordre, qui voient le prix toucher ce niveau-là, et donc qui déclenche des ordres au marché des acheteurs en face. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que le delta augmente, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'achats agressifs que de vendeurs agressifs. Et au final, si le carnet d'ordre n'est pas trop plein à ce niveau-là, c'est ce qui va faire monter le prix. Donc des infos qu'on n'a pas en bougie classique, horaire et sur des outils d'analyse graphique classique, puisque là on est vraiment au cœur du prix, ce qui fait vraiment bouger le prix. On ne va pas chercher à savoir ce qui va se passer peut-être dans 10 ou 15 minutes. On se concentre uniquement sur l'enchère présente. C'est vraiment le scalping, pour moi, que j'ai trouvé le plus intéressant, celui qui rapporte le plus de résultats. Bon, après, le scalping, c'est pas fait pour tout le monde, puisqu'il faut être en face de l'écran. Maintenant, on arrive en ouverture de journée, peut-être entre 9h et 11h, à faire son chiffre, si je puis dire, ce qui laisse du temps pour le reste de la journée pour faire autre chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.